Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Grandes Bouches, votre quotidienne depuis les débuts de ce mondial au Qatar. Nous allons consacrer une bonne partie du débat de ce soir au débrief des deux derniers quarts des finales, à l'exploit phénoménal du Maroc qualifié pour les demi-finales. Et on en parle avec un ex-entraîneur, un ex-sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas. Bonsoir Patrice Baumel. Bonsoir Charles. On reviendra également sur la qualification de la France au détriment de l'Angleterre avec un ex-international français. Bonsoir Vikash Dorasso. Salut Charles, salut à tous. Nous sommes également en compagnie de nos deux autres experts de ce soir, Lilian Gatoun et Xavier Barré. Salut messieurs. Bonsoir. Nous on est des Loufianes. Bien sûr, vous n'avez pas joué au foot, vous n'avez jamais entraîné, mais on est quand même heureux de vous avoir ce soir, messieurs. Encore un casting de très grande qualité, complété ce soir par Leroy Kabea qui va se charger de relayer vos questions et vos avis. Salut Leroy. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour cette soirée historique pour l'Afrique. J'attends toutes vos réactions évidemment sur le live Facebook. Tout le monde est heureux et pas que l'Afrique. Regardez qui a réagi sur le succès évidemment du Maroc, la chanteuse Shakira avec cette phrase « This time for Africa ». Évidemment, messieurs, vous avez la référence pour son tube en 2018. Tout le monde est content ce soir. En 2010. En 2010. En 2010, effectivement, c'était en Afrique du Sud, ce tube planétaire. Messieurs, on va jeter un coup d'œil à l'arborescence, au tableau final de cette 22e édition de la Coupe du Monde de football avec les 4 meilleures équipes de cette édition, parmi lesquelles le Maroc, effectivement. Le Maroc qui va jouer contre la France pour une place en finale. L'autre affiche des demi-finales opposera l'Argentine à la Croatie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous déroule le menu de ce soir avec les thèmes qui seront abordés. Une première partie d'abord de l'émission consacrée donc à ces deux derniers quarts des finales et une seconde dans laquelle on va se projeter sur ces affiches des demi-finales. Bref, un très beau programme pendant 1h15 pour effectivement discuter sur tous les sujets. Allez, place d'abord à cette qualification historique du Maroc qui est donc devenue ce soir, Leroy, la première équipe africaine à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Ouais, une victoire de guerrier, une victoire historique pour le Maroc grâce à un but de Youssef En-Nesyri qui s'est envolé à la 42e minute de jeu pour marquer de la tête. Le Maroc brise donc ce fameux plafond de verre pour les équipes africaines en Coupe du Monde et tentera de sortir l'équipe de France donc mercredi prochain. Premier tour de table, messieurs, sur ce moment historique. Avec vous d'abord, Patrice, je vous ai présenté comme un ex-sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas. J'avoue que vous avez vécu un moment particulier cet après-midi. Oui, c'est historique, mais je dirais encore une fois que c'est mérité. Sur le contenu qu'il propose depuis le début de la compétition, le Maroc montre un beau visage, décomplexé, plein de joie, plein de solidarité, une belle image du football africain. Et voilà, c'est tout normal, tout à fait normal qu'ils arrivent dans ce dernier carré par rapport aux performances qu'ils ont pu répéter dans ce tournoi. Et je dirais, après l'Espagne, le Portugal, c'est une douce revanche de 2018 où on sentait une petite injustice. Vous étiez dans un même groupe avec ces deux nations? Oui, mais sur le contenu, on était sortis frustrés parce qu'on méritait mieux. Et je dirais que dans la vie, tout s'équilibre. Et ce soir, le Maroc sort grandi. Lyon, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est sans doute le plus bel exploit de l'histoire du foot africain. Oui, de toute façon, il n'y a pas photo, effectivement, on est seuls à atteindre ce dernier carré. Forcément, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que voilà, on a vu les prestations, on se souvient de la dernière, 2018, où justement il y a beaucoup de frustration, on se disait toutes les équipes africaines pouvaient faire mieux. Et là, enfin, il y a une équipe pragmatique. On parlait tout le temps de la naïveté des équipes africaines. Ah ouais. Et le Maroc, c'est tout le contraire. C'est une équipe qui n'est pas du tout naïve, bien au contraire. Je veux dire qu'il y a un plan de jeu qui est assez restrictif. Walid Regragui a été pragmatique, s'est adapté, il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Ce qu'ils font, c'est pas football champagne, mais c'est demi-finale de Coupe du Monde. Vikash, aucune équipe n'a réussi à marquer contre le Maroc en 5 rencontres. Et ce n'est pas faux d'avoir croisé des cadors quand même. Ils ont été dans un même groupe avec la Croatie, avec la Belgique, et finalement, ce n'est que Naïef Aguerd qui a marqué contre son camp. Ils sont très bien organisés. La différence par rapport à l'Espagne, où ils ont accepté de jouer très bas, là, ils ont joué plus haut. Ils ont parfois essayé de jouer aussi dans les transitions un peu rapides. C'était un peu différent. Ouais. Ça veut dire qu'il s'adapte à ce qui se passe. Et son bloc est toujours le même, avec le même système, mais il est passé différemment. Donc j'étais super content. Et puis quand on voit aussi qu'il y a 5 pays africains qui démarrent la Coupe du Monde, donc déjà, mathématiquement, c'est plus difficile que pour les autres. Et ils sont sortis, ils sont en demi-finale, c'est extraordinaire. Le Maroc qui a tenu, vous nous disiez la dernière fois, n'avoir pris aucun plaisir à voir jouer cette équipe face à l'Espagne. Est-ce que là, c'était un peu plus différent? C'était le même jeu, très efficace. Le coach l'a dit d'ailleurs.
hyper restrictif, mais efficace. Alors, quand on aime ce jeu-là, on a été servi. 26% de possession. Et C'est ça alors ce truc-là, 26% de la dernière fois possession. déjà, j'ai sauté de mon fauteuil. Et le Japon a eu 17% de possession de balle contre l'Espagne. Ils ont gagné 2-1. mais donc il faut avoir la possession, il faut avoir 80% pour faire un bon Vous, jeu. est-ce que vous retenez sur ce match-là, pour paraphraser un peu les Lions? Non, mais c'est formidable pour le public. Les Espagnols, ils ont eu formidable pour les 80% de possession de balle contre le C'est Japon, formidable. c'était nul. Mais moi, j'aime le football quand il se joue un football offensif, football d'attaque. Et c'est Là, quelle quand équipe vous qui avez joue un une football équipe, d'attaque là, le Portugal a essayé, mais ils s'y sont effectivement mal pris. l'Espagne a essayé, ils sont en huitième de finale. L'Espagne, oui, Ah. enfin, ça se joue à un poteau qui rentre pas. Si le poteau de Vous voulez refaire le Sarabia, match? mais on peut le refaire. Mais si le poteau de Sarabia rentre, on n'a pas la même analyse. De toute façon, le Maroc n'est pas là. Donc voilà, donc tirer des enseignements définitifs, disant que c'est formidable, que c'est la revanche du football africain, etc. Parce que le Maroc arrive en demi-finale en jouant un football hyper restrictif et en exploitant quelques failles, en se qualifiant au tir au but contre l'Espagne. Je trouve ça un peu définitif, oui. Mais je comprends l'enthousiasme des Marocains. Mais après, ce n'est pas un parcours facile. Hein. C'est là où c'est important quand même de Ils ont fait souligner. que du football défensif. Le Maroc, Croatie. premier de son groupe avec 7 points face à la Croatie, la Belgique et le Canada. Élimination de l'Espagne et du Portugal. Comment peut-on expliquer rationnellement? On ne peut pas dire que voilà, c'est du football restrictif face à toutes ces nations-là. Non, je pense qu'ils n'ont jamais été mis en danger par toutes ces nations. Hein? J'ai regardé tous les matchs, ils n'ont pas été mis en danger. J'ai trouvé qu'ils étaient bien organisés. Ils essayaient d'aller au bout de leurs actions, parfois trop vite. Mais ce soir, ce que j'aime, c'est qu'il y a un centre qui vient de la gauche, un bon centre qui arrive dans la surface, et Nesseri qui entre deux Portugais, saute plus haut, entre le gardien et le défenseur central, et il s'impose. Donc, c'est du football peut-être pragmatique, peut-être qu'ils n'ont pas des statistiques de domination, mais si le Maroc se met à vouloir dominer en Coupe du Monde, peut-être qu'ils vont prendre plus de buts. Ils ont joué Ils jouent sur leur force. Ils ont joué sur leur force et ils ont pris confiance dans ce système de jeu où on voit quand même des joueurs défendre, c'est vrai. On voit ces lignes assez basses, mais par contre, on voit des Bouffal, on voit des Ziyech qui essaient de se projeter, on voit un Ounahi qui, au milieu de terrain, est omniprésent dans ses courses. Ouais. Donc, il se projette quand même. Je me rappelle que c'est ce que vous reprochiez au Sénégal pour son 8e de finale. Vous disiez le Sénégal n'a pas adopté la bonne disposition tactique. On peut être humble et ambitieux en même temps. Et je crois qu'ils ont été prudents, mais je trouve que c'est très bien vu. Mais contre la Belgique, ils ont joué. En fait, ils se sont adaptés à l'adversaire. Contre la Belgique, 33% de possession. Mais ça ne veut rien dire, la possession de balle. Oui, non, ça veut rien dire. Si tu as deux équipes comme le Maroc, par exemple, eh ben tu t'emmerdes. Rodrigo, tu t'emmerdes. Bah oui, tu as deux équipes comme le Maroc, ça fait un tiers du temps le ballon à un autre, un tiers du temps tu le laisses au milieu du terrain. Est-ce qu'il y a une seule façon de jouer au foot? Les règles du foot permettent ce jeu. Non, parce que là, ce que vous retenez, c'est la victoire. Donc effectivement, c'est quand même ça le but du jeu, non? On met en place une tactique pour gagner un match. On met en place une tactique pour gagner un match. Le problème, c'est que vous me posez la question, Charles. Est-ce que vous avez pris du plaisir à voir cette tactique du Maroc? Je vous ai dit l'autre fois que je n'aimais pas ce style de jeu. Ça m'a valu quelques insultes sur les réseaux sociaux. Et donc, je le répète, je ne vais pas changer. Vous voulez qu'on y retourne? Je ne vais pas changer d'opinion alors que les statistiques sont les mêmes. On va retourner sur les réseaux sociaux. Un petit détour avec vous, Leroy Kabea. Qu'est-ce qui s'est dit sur le Facebook Live? Non, mais Xavier nous parlait de Walid Regragui. Regardez ce qu'il déclare, le coach du Maroc. On est tombé sur une très grande équipe, encore une fois. Ils ont beaucoup de talent, mais nous, on tire au maximum. On se bat. On a réussi à créer un groupe avec cet état d'esprit. Tout le monde se bat, même ceux qui entrent en jeu. On est heureux et le public suit. Avant le match, j'ai dit à mes joueurs qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite. Je suis très heureux. L'Afrique est sur le devant de la scène. Et regardez ces images à Casablanca, ces images de joie sur la qualification du Maroc, évidemment, pour cet exploit des Marocains qui offrent donc cette première qualification en demi-finale au continent africain. C'est quand même un immense exploit. Lilian Katoun, on va revenir quand même sur cette réputation de l'équipe marocaine au cours de cette compétition. Équipe difficile à battre finalement. Aucune équipe, comme Patrice le disait, n'a réussi véritablement à les mettre en difficulté. Même quand la charnière a changé. Et pourtant, il y avait effectivement des faits des jeux défavorables au Maroc ce soir avec la sortie de Saïs, la non-titularisation de Denaïef Aguerd qui était blessé.
les remplaçants ont fait le boulot. Oui, c'est comme le dirait Greggy, c'est tout le groupe qui est là-dedans. Maintenant, il faut reconnaître à Walid ce mérite. Ça fait 3 mois qu'il est là. Il n'a pas eu de matchs internationaux. Non mais il va pas, je veux dire, en 2 séances à Doha, réussir à mettre en place un jeu flamboyant en disant on va jouer à 4-3-3, une touche de balle et vous allez voir. Enfin, je veux dire, il s'est quand même basé sur quelque chose qui est simple. On voit que tous les joueurs adhèrent à ce projet, adhèrent à l'état d'esprit. Même Hakim Ziyech, on le voit effectivement défendre énormément dans son couloir. J'ai jamais vu défendre autant de sa vie. Voilà, c'est un système qui, encore une fois, a été pris par le temps, mais qui est en fait plus un état d'esprit qu'un style de jeu. Les résultats sont là. 8 matchs à la tête, 8 matchs à la tête de l'équipe du Maroc, 0 défaite. Il l'a dit après le match contre l'Espagne. Il a dit j'ai briefé mes joueurs, je sais qu'ils veulent jouer autrement, mais j'ai choisi cette stratégie. Donc pour lui, c'est un grand succès, aucun doute. Tactiquement, c'est un grand succès pour Si on fait un Walid sondage Regragui. au Maroc, ils vont être prêts à jouer comme ça tout le temps si au bout ils peuvent gagner des matchs comme ça. Oui, sûrement, Mais sûrement. Au final, vu les géants du monde qu'ils ont joué, que ce soit la Croatie, la Belgique, en termes de possession, si vous regardez ces équipes, Croatie, Belgique, Espagne, Portugal, pas rivaliser. ce sont les champions du monde de la possession. Mais on regarde la Croatie, quand on change les statistiques, ils ont eu des problèmes contre le Maroc, mais ils gagnent contre le Brésil avec un tir, un but. Au final, est-ce que c'est pas plus efficace sur cette Coupe du Monde de ne pas avoir la possession? En possession, Et je pense que 50-50. Hein. Oui, mais en termes de oui, mais la possession, Donc, quand je parle de possession, moi c'est où Encore une fois, quand la on possession aime le dans son camp, ça sert à rien en fait. Enfin, j'aime le football et j'aime ce qu'a fait le Maroc. Et je déteste le jeu espagnol. C'est ton choix, c'est ton droit, mais le contraire est aussi. Rodrigo, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons pendant le. Donc ça veut dire alors lui, on peut faire ses stats, il a perdu aucun ballon. Il a fait que des passes latérales à son gardien. Je ne sais plus combien de ballons sont et quelques. Par contre, Busquets, il n'a pas réussi à se retourner une seule fois vers l'avant. Parce que la possession, l'Espagne, il a perforé les défenses sans arrêt en permanence. Parce que 1100 passes, 80% de possession de balle et un tir cadré en 20 minutes. La possession, ça ne veut rien dire. On l'a bien vu lors de ce 8e de finale, qui était à mon avis plus abouti, enfin plus intéressant que le match contre le Portugal. La stratégie de Regragui était purement défensive, mais elle a marché effectivement. Il a empêché que Sergio Busquets puisse distribuer le jeu. Donc il a mis en permanence Nesiri sur Busquets. Voilà, donc on a une équipe qui ne fait que défendre. Mais alors effectivement, il a ses arguments. On va progresser. J'avais pas le temps de bâtir une autre équipe. Je fais un commando pour aller le plus loin possible. Et c'est cohérent. Du monde. Ça nous permet de gagner des matchs. Mais on n'est pas obligé d'aimer ce football. Est-ce que c'est le reflet aussi de la progression du football africain sur l'échiquier mondial, voir le Maroc aujourd'hui s'est hissé dans le dernier carré? Est-ce que vous y voyez dans cette qualification un peu la résultante du nouveau discours des dirigeants africains qui se disent maintenant on va plus commencer à se fixer des limites quand on arrive en Coupe du Monde? Un discours un peu porté par Samuel Eto'o, on s'en souvient. J'ai envie de dire ce soir, avant de parler de l'Afrique, mettre en avant le Maroc. Ouais. Pour moi, c'est 10 ans de travail. Okay. Aujourd'hui, c'est 10 ans de travail récompensé du président Fawzi Lekja, de tous ses dirigeants, de toutes les personnes qui sont passées en 10 ans, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de brassage, voilà. Mais il y a une continuité, il y a eu une évolution, une période de plateau, puis c'est reparti. Avec les clubs marocains qui dominent. Voilà, avec une personnalité différente des gens qui sont venus, que ce soit les DTN avec Nasser Largué, le Gallois qui est venu entre-temps, les différents sélectionneurs, même avec les jeunes. Mais aujourd'hui, vous voyez le Maroc, c'est une récompense. Cette équipe, elle reflète vraiment la politique du travail de cette fédération. C'est-à-dire, au pays, les clubs qui se structurent, qui se développent, avec des joueurs qui jouent en Botola. Le latéral gauche, Allah, qui joue au Wydad. Achraf Dari, qui était au Wydad l'année dernière. Benoun El Yami, qui était au Raja ou à Kroligba. Donc, c'est la victoire des clubs au pays, mais aussi des scouts qui vont chercher les binationaux et qui, au final, ça amène cette valeur ajoutée d'une équipe qui s'entend bien, qui vit bien. Moi, je vois beaucoup de sourires, je vois du plaisir. Encore une fois, le gardien de but Bonou, qui gagne le trophée de meilleur joueur et qui le donne à Nesiri, c'est l'image de cet état d'esprit. Voilà. Et ça me fait du bien de voir des sourires et de l'humilité. Ils sont très humbles, je trouve. Cette équipe du Maroc est très humble et ça me plaît beaucoup. La récompense du travail, effectivement. Quand on travaille, on arrive véritablement à être récompensé. On parlait de ce travail-là fait au niveau de l'équipe nationale, mais les clubs dominent quasiment. Ça fait quelques années que les clubs marocains dominent.
il y a un centre voilà, de formation très très performant, le centre Mohamed V. Mohamed VI, mais il y a aussi Marmora, le centre technique Marmora. Ouais. Je sais, ils ont investi plus de 100 millions d'euros sur ce centre. C'est un des plus beaux au monde. J'ai eu la chance de le voir fini, ouais. de pouvoir y travailler un petit peu. On y a contribué. Le président nous avait demandé d'apporter notre touche. Ouais. Mais c'est un centre magnifique. J'encourage tous les Européens à aller voir ce qui se fait au Maroc. C'est 100 terrains de football dans le pays. C'est des centres régionaux de développement. C'est des city-stades dans les quartiers. Tout le monde joue au ballon. Monsieur, il y a quelque chose qui m'échappe quand même, moi, parce que j'écoute avec attention ce que dit Patrice Baumel. C'est vrai qu'on voit que les clubs marocains ont gagné les dernières Coupes d'Afrique, la Renaissance Berkane, la Coupe de la Confédération, le Wydad, la Ligue des Champions, que le Maroc a gagné les 2 derniers CHAN. Mais pourquoi alors il n'y a que 12 joueurs nés au Maroc sur les 26 sélectionnés? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des joueurs formés en Europe? Il y a quand même une contradiction. Là, le Maroc travaille bien, et tant mieux. Bah, alors, si on va prendre des meilleurs joueurs en Europe, pourquoi on est formé au Maroc? Il y a de la formation. Il y a quand même une contradiction. Non, mais Bounou, il a commencé où? Au Canada. Non, mais Bounou a commencé au Wydad Casablanca. Il est né au Canada. Il est né au Canada, mais il a commencé à jouer au football au Maroc. Mais sur 26 joueurs, vous vous rendez compte, il n'y en a que 12 Et alors, nés au il Maroc. pourrait y en avoir 0 si on va chercher les meilleurs joueurs. C'est pas un problème. Si tu veux donner de l'espérance à ta jeunesse, tu lui donnes l'espérance de jouer pour ton équipe nationale. C'est un travail. Non, mais attends. 12. C'est déjà un bon la moitié. Ouais. Mais c'est l'équipe présente à cette Coupe du Monde qui a le moins de joueurs nés au pays. Mais c'est ce qui est beau. Moi, lorsque j'y étais, il y avait 7 nationalités différentes quand j'y étais. Et je trouvais ça magnifique parce qu'au final, c'est 7 nationalités où quand j'arrive, j'entends dire, oui, des fois il y a des clans avec les Pays-Bas, les Espagnols et tout. Et j'ai trouvé que c'est le drapeau, le peuple, le maillot, et c'est magnifique. Mais on va retrouver en direct de Doha un homme qui est très, très heureux. Plus heureux que vous, parce qu'il a assisté à ce match. Il suit pour nous les Lions de l'Atlas. Il s'agit de Nasreddine Nasri. Vous avez le maillot de l'équipe nationale. Racontez-nous un peu ce moment. Vous avez vécu les coulisses de cet exploit. Bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. C'était, comment dirais-je, incroyable, historique. Moi qui suis l'équipe nationale, comme vous le savez Charles, depuis plusieurs années, j'étais à Kinshasa pour le match barrage. J'étais au match du Canada, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal. J'ai pas de mots. Le Maroc a joué à domicile, c'est un vent de fraîcheur, c'est un exploit incroyable. Et hier, on avait un débat sur ce même plateau où on disait est-ce que Regragui est le meilleur entraîneur de l'histoire en Afrique. J'avais dit oui, on m'avait pris pour un fou. Cédric, quand il vient de m'envoyer un message, il m'a dit est-ce que je peux changer d'avis? Eh ben, aujourd'hui, Walid Regragui rentre dans l'histoire, lui et toute cette belle génération. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe marocaine? Vous qui la suivez au plus près, allez, on a quelques ingrédients avec Patrice Baumel, ex-sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas. Vous qui la suivez de plus près, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Alors, plusieurs choses. Patrice, j'entendais ce que disait Patrice. Il y a plusieurs choses. La première, c'est le travail de la Fédération royale marocaine. Comme je l'ai dit et je le redis, le complexe Mohamed VI, c'est un Clairefontaine 2.0. Il a coûté un peu plus de 100 millions d'euros. Les chiffres sont exacts, mon cher Patrice. Le Maroc fait un travail énorme sur le développement du football féminin. D'ailleurs, on a fait plusieurs reportages sur ce sujet. Il organise la CAN féminine, il a été en finale. Regragui est un homme qui a été prépondérant dans cette réussite, même si vous allez me dire qu'il vient d'arriver au sein de la sélection marocaine. C'est quelqu'un qui a changé la mentalité et qui a poussé les Marocains à aller vers l'avant et à aller chercher, non pas faire de la figuration Coupe du Monde, mais aller chercher un résultat. Et surtout, vous parliez de la formation, vous disiez qu'il y a 12 joueurs sur 26 qui étaient issus du Maroc, mais en fin de match, sur les 11 joueurs, il y en avait 6 qui étaient issus du championnat marocain. Bounou du Wydad, Jawad El Yamik du Raja, il y avait aussi Banoun, exactement, Achraf Dari du Wydad, Banoun du Raja, Ounaï de l'Académie Mohamed VI et Ntseri aussi de l'Académie Mohamed VI. Donc c'est ce mélange entre les joueurs qui jouent en Europe, et d'ailleurs la fédération fait un super boulot pour dénicher des petites pépites en Europe, et les joueurs qui jouent en championnat marocain. Ce mélange dirigé par Walid Regragui a fait que le Maroc est rentré dans l'histoire aujourd'hui. Allez, vous restez bien évidemment avec nous, Nasreddine Nasri, parce que votre regard est très, très précieux.
j'aimerais qu'on parle effectivement de cette continuité dont évoquait Patrice Baumel. C'est vrai qu'il y a eu un très très grand travail de fait, notamment par l'ex-sélectionneur de cette équipe marocaine. Mais Walid est venu effectivement donner une certaine âme à cette équipe, effectivement de leur donner une ligne directrice, de leur dire voilà, on pouvait faire quelque chose. Oui, puis il a fait des grandes choses en club aussi, donc évidemment il est arrivé avec beaucoup de confiance et beaucoup de respect aussi, la légitimité. Donc après, on voit bien, hein, même le changement, quand il passe à 2 attaquants, le Portugal, il réagit tout de suite pour passer tout de suite à 3 derrière. Ouais. Il l'avait déjà fait en phase de poule. Donc c'est un entraîneur. Ça va vite, quoi. Il y a des grands entraîneurs européens, ils bougent pas comme ça. Hein. Donc ça veut dire qu'il capte ce qui se passe, il réagit en temps réel. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit tous les deux là, et c'est ce qui me dit peut-être que maintenant la Coupe du Monde peut aller en Afrique. Bien sûr. Voilà, c'est l'étape d'après. Ouais. L'Afrique, il y a eu l'Afrique du Sud, mais on peut jouer déjà en décembre, donc on peut jouer dans un moment où il fait moins chaud, et on peut jouer une Coupe du Monde. Mais le Maroc a déjà été candidat plusieurs fois pour l'organiser. Ils auraient mérité d'ailleurs de l'avoir. Et on peut jouer en pleine saison, d'ailleurs, on remarque que les joueurs sont en pleine forme et tout va bien, donc il faut que la Coupe du Monde aille en Afrique. Mais disons que... Allez, on fait un petit détour. Un autre petit détour avant de vous redonner la parole, Patrice. Leroy, voilà, vous avez d'autres réactions à ce sujet? Oui, il y a beaucoup de réponses à Xavier Barret. Voilà, tout le monde veut vous dire cette phrase que je vais lire ici. Dans le foot, on récompense pas le beau jeu, mais les victoires. Désolé Xavier, c'est vraiment le commentaire qui revient pas mal de fois. Donc après, c'est plus pour les exploits du Maroc. Donc voilà ici des commentaires comme celui d'Arthur José qui nous dit les exploits marocains sont incroyables. On est très fiers du Maroc. Ramenez-nous la coupe en Afrique, nous dit Brandon Okere. Amador Diallo ici qui nous dit je vois le Maroc faire comme la Grèce en 2004. Enfin, beaucoup de louanges sur Regragui, comme ici Touré Modibo qui nous dit il y a une similitude entre Mourinho, Simeone et Regragui, qui a des équipes très solides en défense et au milieu de terrain. Messieurs, beaucoup de gens font des similitudes entre Mourinho, Simeone et Regragui. Est-ce que vous le mettez déjà dans des catégories d'aussi grands noms comme Mourinho ou Simeone? Je me tourne vers vous, Lilian. Vous, le roi du Cholissimo. Oui, alors, justement. Non, parce qu'en fait, on n'est pas sur la même idée. Je pense que là, effectivement, chez Walid Regragui, par rapport à ses succès en club, c'est pas sa philosophie de jeu. Là, encore une fois, je pense que de façon tout à fait pragmatique, il s'est dit, c'est la seule façon de réussir à arriver à avoir un résultat. Peut-être qu'avec du temps, du travail d'autres joueurs, je veux dire, le jeu marocain évoluera. Donc, c'est pas comme El Cholo qui, voilà, a fait de cette défense, effectivement, de cette bataille, de ce non-jeu, finalement, la destruction du jeu de l'adversaire. Voilà, chez lui, c'est une philosophie chez Diego Simeone. Je pense que chez Walid Regragui, c'est juste l'instant T qui fait que. Mais voilà, on a vu effectivement sur les compétitions continentales que non, il arrive à proposer beaucoup d'autres choses que ça. Il n'a pas gagné en étant derrière. Un point de vue effectivement qu'on va partager parce qu'on a vu effectivement que l'équipe du Wydad Casablanca produisait du très très bon football. Mais pour rester à Nasri sur le profil du sélectionneur marocain, il faut dire aussi que c'est quand même quelqu'un qui a été formé en Europe. Il a cette rigueur tactique un peu à l'européenne. Vous parlez de la naïveté un peu africaine par le passé, le manque de rigueur. Lui, il a su allier cette rigueur un peu européenne, mais aussi la folie africaine parce qu'il est revenu sur le continent pour entraîner. Allez, on l'a perdu, on va le retrouver dans quelques instants. Mais ça, c'est aussi un aspect très très important, le fait que ça soit un binational, quelqu'un qui a joué au football ici, qui a fait ses diplômes, qui a passé ses diplômes ici et qui est rentré en Afrique, faire ses classes parce qu'il a commencé au FUS des Rabat, un petit club local, avant d'atteindre l'un des géants de Casablanca. Mais il bénéficie de cette binationalité, mais il parle d'Arija avec ses joueurs. Il est marocain à 200% avec cette équipe. Lorsque nous étions au Maroc, il était au FUS, comme vous l'avez dit. Il a gagné le championnat devant les géants de Un grand exploit de gagner le championnat avec le FUS. Il était toujours proche, il venait nous voir, on était très souvent ensemble, on échangeait beaucoup. Il connaissait déjà pas mal de joueurs. Ensuite, il est parti au Qatar, il est revenu prendre le Wydad où il gagne championnat, coupe et la Champions League. Et il avait certains joueurs aussi qu'il a pris avec cette équipe nationale. Donc, c'était le meilleur profil pour reprendre cette équipe en très peu de temps. Et je pense que les dirigeants ont fait le bon choix de prendre Walid, qui ça matchait complètement. Et je dirais qu'il a fait le travail pour... Son objectif premier, c'était de passer le premier tour.
Et il s'est dit, ça marche, pourquoi pas continuer. Et jusqu'où, même eux, ils ne le savent pas. Jusqu'où peut aller cette équipe du Maroc? C'est une question que l'on va se poser dans la seconde partie de l'émission, quand viendra le moment de se projeter sur la demi-finale du Maroc face à l'équipe de France. Pour l'heure, on se penche, monsieur, sur Cristiano Ronaldo, qui a peut-être joué aujourd'hui son dernier match en Coupe du Monde. C'est une fin difficile, Xavier Barré, car il a encore démarré sur le banc. Oui, sur le banc, et c'est là qu'on peut effectivement se demander s'il n'a pas raté sa sortie. Parce qu'en se mettant lui-même cette pression de vouloir absolument marquer l'histoire, en allant toujours, en étant toujours le capitaine titulaire, indéboulonnable, il a mis de l'embarras dans cette équipe du Portugal. Et quand il s'est retrouvé, lors du 8e de finale, poussé sur le banc effectivement par Fernando Santos, avec cette indiscrétion qui dit qu'il a voulu quitter la sélection à ce moment-là, il a créé inévitablement du trouble dans cette sélection. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'un champion de sa dimension, il aurait dû savoir sortir en disant, bah voilà, désormais, je suis le super sub. C'était quelque chose dont il aurait pu discuter avec Fernando Santos. Ils ont des relations assez anciennes pour ça. Et puis sortir grandi à la limite en disant, voilà, j'ai apporté ce que j'ai pu et bon, ça n'a pas suffi. Mais là, on le voit, il y a eu vraiment un malaise autour de Cristiano Ronaldo. Et ce soir, sa rentrée n'a pas été décisive. Est-ce que le malaise n'a pas été provoqué quand même par Fernando Santos, qui lui a préféré un jeune, Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé face à la Suisse? Mais aujourd'hui, il démarre sur le banc. Autant le choix était payant face à la Suisse, autant là, le choix n'était pas du tout payant. Est-ce qu'il s'est trompé? Oui, moi je pense que Santos a mal géré et je pense que, à mon avis, avec Ronaldo, il battait la Suisse, pardon, sans problème. Les 3 buts qu'il a mis, alors il y a une course dans le 8e de finale où il a du mal à y aller, mais les autres buts, il peut les mettre. Et aujourd'hui, Santos, alors il pouvait le remettre au début, il le fait rentrer, il a une balle de but, mais après Santos fait des erreurs. Moi, je pense des choix qui sont pas bons, avec Leao qui rentre bien trop tard. Voilà, déjà Leao qui joue pas dans cette équipe alors qu'il est le meilleur attaquant italien, meilleur joueur italien de l'an passé. Je comprends pas. Et à un moment, voilà, moi je pense que Ronaldo. C'est à cause de Cristiano. Si tu l'as, non, il ne pouvait pas remettre Cristiano Ronaldo. Il fait ce choix la dernière fois pour des raisons, je pense éminemment sportives, de mettre Gonzalo Ramos. Première titularisation, le gamin il marque 3 buts. Décemment, il n'y a aucun entraîneur qui peut aller voir le gars et lui dire ah non finalement il y a Cristiano. Hein, est-ce qu'on ne s'adapte pas par rapport à l'adversaire? Peut-être que c'était ça s'est justifié face à la Suisse, mais est-ce qu'il ne pouvait pas changer face au Maroc? Parce que c'est un autre profil. Encore une fois, au plus on va mettre de pression sur un joueur pour qu'il fasse la différence. Neymar. Alors, pour l'instant, Messi, il tient le choc. Mais dans chaque équipe où on met Neymar, il faut qu'il fasse la différence. Ronaldo, ça passe pas. Neymar, ça s'est passé. Oui, il a été très bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un joueur, c'est l'équipe. Ce soir, on a fait toute la semaine, on a fait un flanc sur Mbappé. Et ce n'est pas lui qui a été décisif. C'est pas lui qui a été. Il a fait son match, c'était pas simple, mais c'est un Giroud, c'est d'autres joueurs qui font la différence. Et cet après-midi, il n'y a pas Ronaldo, mais peut-être qu'un Fernandes doit faire mieux. Peut-être que d'autres joueurs doivent faire mieux. J'ai trouvé une équipe du Portugal qui n'était pas inspirée. Par rapport à Ronaldo, le rôle de l'entraîneur, c'est pas de gérer Ronaldo quand tout va bien. À un moment, Ronaldo vieillit, à un moment, Ronaldo est moins bien. Le rôle de l'entraîneur, c'est de pas s'embrouiller avec le meilleur joueur de l'histoire de la... Mais comment tu peux le maltraiter parce qu'à un moment, il est parti au vestiaire plus rapidement? Tu gères ça. Moi, j'ai eu Ancelotti comme entraîneur à Milan, ça n'arrivait jamais. Il réglait ça entre nous. Il y a plein de façons de gérer des problèmes dans un vestiaire. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Santos lui a dit avant la Coupe du Monde, tu n'auras peut-être pas le temps de jeu entier? Oui, il a été que nous, ça nous est arrivé. Dans le passé, dans les équipes où nous étions, on a eu à appeler des attaquants ou certains joueurs. De dire, mais là, il avait l'air d'être surpris d'être sur le banc, en fait. Oui, mais après... C'est ce que le quotidien Record a sorti cette information comme quoi il avait voulu quitter la sélection. Est-ce une sortie par la PD selon vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, sortie par la PD complètement. Il aurait pu sortir grandi en disant voilà, maintenant il y a des jeunes qui sont bons, moi je serai le joker, le coach me fera rentrer quand il le jugera. Un joueur des Satrampes. Mais il sortait grandi. Même Lionel Messi, je ne pense pas qu'il aurait accepté d'être remplaçant. Parce qu'il n'a pas le même rôle, Messi. Moi, la question que je me pose, c'est s'il y a un petit jeune, on les met à l'Argentine titulaire à la place de Messi. Il y avait Dybala, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait dû rester sur le terrain avec ses coéquipiers, embrasser tout le monde, montrer que plutôt que de partir, même s'il était très très triste, il aurait dû rester. C'était important. Messieurs, on s'intéresse à présent à la qualification de l'adversaire du Maroc en demi-finale. Leroy, il s'agit
de la France. La France qui a écarté il y a quelques minutes l'Angleterre. Dans l'heure, c'est Tchouaméni qui a ouvert le score à la 17e minute sur une superbe frappe lointaine. En deuxième mi-temps, Harry Kane égalise sur penalty, mais Olivier Giroud remet les Bleus devant d'une superbe tête puissante. L'Angleterre hérite d'un nouveau penalty à 6 minutes du terme, mais Harry Kane l'envoie dans le ciel. Les Bleus sont qualifiés et retrouveront donc le Maroc mercredi prochain. La France est-elle chanceuse ce soir? C'est la question qu'on va se poser à maintenant Vicage Dorasso, ex-international français, finaliste de la Coupe du Monde 2006. Allez, les Bleus passent sur un loupé des Harry Kane. La chance sourit aux audacieux, comme on dit. Moi, je crois pas à la chance, évidemment. Il y a eu ce penalty. Je pense que les Anglais ont mieux joué que nous, d'une certaine manière. Ils ont un jeu qui est plus construit. Ils ont plus de certitude. On voit bien les changements, les joueurs qui ont été replacés, les absents et tout ça. Donc, on fait que, mais on voit que cette équipe, elle est construite, programmée pour aller loin, avec un entraîneur aussi qui est là. Voilà, c'est les tournois bien joués, mal joués, c'est pas très intéressant en fait finalement, c'est de passer le tour. Je veux dire aujourd'hui on peut juger la France, elle est passée. Hein. Ouais. Je veux dire on pouvait pendant les poules, c'est un peu marrant, mais à partir de maintenant tu passes ou tu rentres chez toi. Donc allez, joue bien ou mal. Je vais retrouver Xavier Barré pour voir si il est toujours cohérent avec lui-même. Est-ce que cette France-là? C'était vraiment ric-rac, cette qualification de l'équipe de France. Bon, alors c'est mon pays, donc je suis comme les Marocains, je suis content. Je suis content, mais je ne vais pas vous dire qu'elle m'a impressionné. Non, elle est vraiment passée par le chat de l'aiguille. C'est une qualification à l'arraché. Moi, je pense. Est-ce qu'elle est méritée? Limite. Limite, hein, je comprends que les Anglais soient frustrés parce que, alors effectivement, Kane n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il a un penalty, un deuxième, il le rate. Mais franchement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein. 16 frappes anglaises, 8 cadrées. 8 frappes françaises, 5 cadrées. Donc clairement, les Anglais étaient au-dessus aujourd'hui. Il n'y a pas à dire. Voilà, maintenant. S'ils ont eu la possession, ils ont gagné, non? Les Anglais. Ils n'ont pas gagné. Par contre, il y a quand même. Non, mais j'apporte une petite précision suite à la pique que vient de m'envoyer Charles Mbouya au sujet du Maroc. La France a quand même eu 42% de possession, c'est 2 fois plus que le Maroc. C'est plus que 32%. Donc ils ont marqué 2 buts. C'est épatant de lire que les stats et de juger les performances des équipes que vu les stats. On ne peut pas dire que ce soir, l'équipe de France a écrasé le match. Sans les arrêts de Lloris. Lloris fait quand même 7 arrêts. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il le fait en Coupe du Monde. Il avait été aussi très bon contre la Belgique en demi-finale il y a 4 ans. Et en 2018, vous avez pris votre pied? Encore une fois, parce que c'est mon pays, mais pas parce que l'équipe de France jouait bien. Je vous vois, vous êtes en train de le regarder. Vous n'en revenez pas. Non, parce que effectivement, enfin, je veux dire, le football se résume à beaucoup d'autres choses que les chiffres. Et voilà, les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça cache l'essentiel. Donc voilà. Non, il faut savoir lire. Enfin, et les coachs, effectivement, ont une autre lecture des matchs, des contenus des matchs, et que les statistiques, malheureusement, voilà, ça n'explique pas tout ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, pour paraphraser un peu Xavier Barré, allez, l'équipe de France s'est fait très très peur. Elle n'a pas réussi à débloquer le match. C'est lui qui l'a fait. C'est finalement Olivier Giroud, vous en parlez un tout petit peu, à un moment où la France bafouillait son foot. Oui, mais parce que je pense que l'Angleterre avait bien préparé aussi son match. Ils ont empêché, tout le monde parlait d'Mbappé, mais ils ont empêché notre milieu de terrain de se tourner face au jeu pour prendre de la vitesse, pour mettre des ballons dans la profondeur. Je pense que les Français avaient décidé de jouer un petit peu plus bas aussi. Et à la perte de la balle des Français, ces Anglais venaient nous presser. Et puis je voyais souvent nos milieux de terrain qui voulaient jouer de l'avant dans cet espace pour nos joueurs, nos flèches, on va dire. Mais ils n'y arrivaient pas. Ça se jouait soit latéral, soit derrière. Et on n'arrivait pas trop à se sortir de toutes ces situations. L'Angleterre a fait un match sérieux. Là où on s'est fait peur, c'est que dans le match, il peut y avoir 3 ou 4 pénaltys. Ça fait beaucoup. Pour une équipe, des défenseurs comme ça, même si ce n'est pas une défense expérimentée, j'ai trouvé qu'on avait fait pas mal d'erreurs défensives qui auraient pu nous coûter très cher parce que c'est 3 ou 4 pénaltys. Hein. Et puis c'est pas n'importe qui les Anglais quand même. C'est demi-finale de la dernière Coupe du Monde, c'est la finale de l'Euro. Ça c'est pas des statistiques, mais c'est en revanche voilà, ils ont même battu la Côte d'Ivoire de Patrice. Donc non, mais voilà, c'est un vrai client quand même. Les Anglais ils sont sur une série et sur un cycle avec Gareth Southgate où footballistement, voilà, c'est quand même un gros adversaire. Et du coup, que vaut vraiment cette équipe de France parce que pour le coup, c'était le premier vrai adversaire dans cette Coupe du Monde.
J'ai l'impression qu'on est une équipe moyenne quand même. Avec, alors Tchouaméni, il a marqué, mais sinon, le reste du temps, il n'a pas été génial. Il fait le penalty. Théo Hernandez a été en grande difficulté, pas aidé évidemment par Mbappé. Ouais. Je pense que défensivement, Upamecano, il s'est fait manger par Harry Kane sur toutes les prises de balles. À droite, Koundé, ça a été pas mal, mieux que d'habitude, alors qu'on pensait que c'est là que ça allait. Je pense qu'on est une équipe moyenne, mais voilà, je pense que c'est très serré. Les 4 quarts de finale se jouent à très peu de choses. Le niveau est très proche. Et pour rester sur les Bleus, ce qui a été quand même surprenant, c'est de voir que l'équipe de France, comme Patrice le disait, n'a pas été capable de jouer sur ses principales forces. Ça veut dire aller vraiment chercher Kylian Mbappé dans la vitesse de Kylian ou à la vitesse effectivement de Dembélé et mettre des ballons sur la tête d'Olivier Giroud. Parce que, enfin, ils finissent quand même par en mettre un, ce qui permet de passer devant. Alors que c'était une évidence, on savait que voilà, c'est l'une des principales armes de l'équipe de France. Mettre des ballons sur la tête d'Olivier Giroud. Les Anglais avaient quand même bien étudié leur histoire, parce que justement, Giroud a eu très peu de situations de but. Une seule a suffi. Mais surtout, Mbappé, ils l'ont complètement étouffé. Dès qu'il avait le ballon, il y avait Walker et Henderson sur lui. Et donc, il était en permanence avec une prise à 2. Donc, ils avaient bien identifié le danger, ce qui fait que Mbappé, on ne l'a pas vu dans ce match. Olivier Giroud, c'est quand même une belle histoire. Quand même. Il a traversé ce match comme un fantôme. Et sur l'unique occasion qu'il a eue, il a mis une avant. Alors, c'est pas l'unique occasion parce qu'il a une reprise sur un centre d'Ousmane Dembélé. Beaucoup plus évidente. Effectivement, avant où voilà, il se jette bien. Mais c'est l'histoire d'Olivier pour ceux qui le connaissent. C'est un garçon qui est partout, a toujours dû se battre. Je le disais sur ce plateau une fois. C'est Olivier Giroud, c'est l'histoire de sa carrière, de sa vie. C'est 1er septembre, il est remplaçant dans tous les clubs où il passe. Le 1er décembre, il est indispensable. Et je veux dire, encore une fois, il est là. Alors là, maintenant, Didier Deschamps essaie de faire croire que c'est la Vox Populi ou les médias qui en voulaient pas en équipe de France. Alors que bon, lui-même, il semblait avoir tourné la page. Voilà, on a été tous convaincus, effectivement. C'est un garçon qui amène du positif à l'équipe de France, qui fait jouer les autres, qui est en pivot, qui libère des espaces. Il est très important et chaque fois qu'on a fait appel à lui, on n'a jamais été déçus, où qu'on soit, que ce soit à Milan ou en équipe de France, je veux dire par Olivier Giroud. On aurait Benzema aujourd'hui, ce serait pas mal aussi. Parce qu'il a été utile sur les 2 ballons, mais le reste du temps, il n'a pas été super utile. Leroy Kabea, quelle est la tendance sur les réseaux sociaux? Bien, je voulais vous lire une déclaration d'Olivier Giroud, justement, dont vous parliez. Regardez ce qu'il déclare. C'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement. Ça me rappelle un peu la Belgique en 2018. On est allé la chercher au mental. Je suis super fier de cette équipe. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Et justement, j'avais une question pour vous, messieurs, qui venaient un peu des réseaux sur Olivier Giroud. Moinda nous demande ici si avec ses buts en Coupe du Monde, Giroud vous a totalement convaincu, s'il a totalement fait oublier Karim Benzema. Pas totalement, mais par contre, il n'avait pas marqué quand même lors de la dernière Coupe du Monde. Il avait marqué en 2014. Voilà, là, il marque en poule et il marque sur un match très important. Donc voilà, il rentre dans les attaquants, il change de catégorie. En phase finale de Coupe du Monde, il est à 5 buts maintenant, c'est-à-dire comme Michel Platini et Zinedine Zidane. Et Mbappé. Non, Mbappé est devant. Mbappé en est à 9. Ah ouais, mais sur la compétition, on en a sur toutes les compétitions. Monsieur, on va continuer de parler des conséquences de ce match dans notre première séquence, bouche à bouche. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde, l'Angleterre régresse et fait moins bien qu'en 2018 et sa demi-finale en Russie doit-elle continuer? Avec Gareth Southgate, c'est une question qui oppose Xavier Barré à Patrice Baumel. Voilà, 2 de nos grandes bouches de ce soir qui ont des avis divergents sur la question. On vous accorde 40 secondes, messieurs, pour développer votre argumentaire. On écoute en premier celui de Xavier, parce que vous répondez oui à cette question. Oui, effectivement, oui. Parce que depuis combien de temps Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France? Depuis 10 ans maintenant. Joachim Löw est resté à la tête de l'équipe d'Allemagne pendant 15 ans. Les grands entraîneurs, les grands sélectionneurs aujourd'hui, bien sûr Aliou Cissé, à la tête depuis 10 ans du Sénégal. Les grands entraîneurs, les grands sélectionneurs, pour arriver à avoir des résultats, ils s'inscrivent dans la durée. Il leur faut du temps. Et si je regarde depuis quand Gareth Southgate est là, depuis septembre 2016. Septembre 2016, ça fait 6 ans. C'est donc la moitié seulement, ou à peine plus de la moitié du temps que passe Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, à peine plus de la moitié du temps d'Aliou Cissé à la tête du Sénégal, donc il faut lui laisser du temps. On écoute à présent le point de vue contraire de Patrice Baumel sur cette question. J'ai répondu non, même si j'ai beaucoup d'estime pour Gareth Southgate qui a fait un excellent travail. Pour pouvoir s'inscrire dans la durée, au cours d'un mandat, je pense qu'il faut gagner un titre.
pour pouvoir peser. Il a joué, je crois, 81 matchs, il en a gagné 50 et quelques. Son parcours est plutôt remarquable. Il a fait la finale du dernier Euro, qui était à domicile, puisqu'ils ont joué quasiment tous leurs matchs à Londres. Mais je pense que quand on reste 6 ans et qu'on n'arrive pas à rapporter un titre dans une nation comme l'Angleterre avec ses grands joueurs, je pense que ça va être difficile de continuer. Fin de ce premier bouche à bouche avec 2 secondes d'avance. Place à l'arbitrage avec Lilian Gatoun tout d'abord. Qui vous a le plus convaincu? Ah mince, je dois prendre une décision. C'est compliqué parce que je suis assez partagé. Je trouve que effectivement, sur ce que je vois moi dans le jeu par rapport à cette équipe anglaise, j'aurais tendance à dire que voilà, Gareth Southgate est effectivement plutôt le personnage qu'il faut pour les Three Lions. Donc avec ma conviction, ouais, serait peut-être de continuer avec lui. Ouais. De continuer avec lui. Donc le point va à Xavier Barré. Et le vôtre alors? Mon point va à Patrice. Moi, je suis assez d'accord là sur l'argument de gagner un titre dans ces... Deschamps, il a l'immunité. Alors qu'en fait, finalement, quand on regarde son parcours, il a beaucoup perdu. Hein. Mais finalement, voilà, il reste parce qu'il a gagné. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a gagné la Coupe du Monde. Et c'est vrai que Southgate, il a rien gagné. Même pour les joueurs, repartir avec quelqu'un qui perd tout le temps. Vous le regardez sur le banc et dites avec lui, ça ne va pas le faire. Non, mais Charles, c'est très important. Cet aspect, quand on regarde un coach qui a gagné, ça vous. On peut dire j'ai fait 10 Coupes du Monde, on peut en faire une, j'en ai gagné une, on pèse. L'humilité, Mourinho. C'est l'humilité, c'est la croyance, c'est important. Après, très important. Si je peux me permettre, il y a quand même un problème pour les Anglais, c'est de savoir par qui remplacer le sélectionneur, parce qu'ils ont tout essayé ces dernières années. Ils avaient pris Capello, ils avaient pris Sven-Goran Eriksson. Donc ça serait un choix par défaut. Ils étaient allés chercher des étrangers réputés. Gareth Southgate a été pris. Il a été pris à titre provisoire parce qu'il était à la tête des espoirs. Et ils ont dit bon tiens, finalement comme il y avait une embrouille avec Redknapp, on va mettre Southgate en attendant. Et il a commencé à avoir des résultats. Et finalement il a été titularisé. Et Graham Potter, il y a quand même des entraîneurs anglais, hein. Il faut pas croire qu'il n'y a pas de choix. Il est à Chelsea maintenant, donc on va le laisser travailler un peu. Et c'est la fin de la première partie du débat de ce soir. On marque une courte pause. Restez avec nous pour la seconde partie, dans laquelle on va tenter de se projeter sur les affiches des demi-finales. On les connaît, France-Maroc et puis Argentine-Croatie. Restez avec nous, à tout de suite. Bloqué, j'ai moi de tête, je suis bloqué, je suis bloqué. Et faire argan, si rapide pour me soulager. Et faire argan, toujours dans l'efficacité. J'ai pris Efferalgan 1000 mg et 500 mg comprimés effervescents, indiqués dans la fièvre et les douleurs d'intensité légère à modérée. Ces médicaments contiennent du paracétamol. Un surdosage peut entraîner des risques pour le foie. Attention, c'est qui tête, c'est juste à côté. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Lui, c'est mon frère Miracle. Même ses rivaux l'aiment. Ce garçon a des capacités magiques. Une passe, 2 passes, oui. Oh, quel but! Il donne vie au jeu. Mon frère est peut-être aveugle. Mais pour lui, le football ne se résume pas à ce que l'on voit. Il passe vers le milieu, il court et il marque! Mais ce que l'on ressent. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Gépé, tu peux me rafraîchir avec la spécialité d'ici? C'est cœur. Ici, là, c'est 100% d'hospitalité et 100% de chaud.
100% d'humour. Et juste un peu pour l'inspiration. Il faut continuer sur 100%. Les vrais enjaillements commencent quand la dose est basse. Château de France. Je suis tombé dedans. Sangria légère, Château de France, 5% gâte pas ton 100%. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre. De retour en direct dans les grandes bouches pour la seconde et dernière partie du débat de ce soir. Nous sommes particulièrement heureux de compter sur la présence et les analyses des Vikash Dorasso, de Patrice Baumel, de Lilian Gatoun et de Xavier Barré, sans oublier Leroy Kabea qui continue de scruter ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux pour relever vos avis, vos questions et alimenter nos échanges de ce soir. Comme promis, on s'intéresse aux affiches des demi-finales de cette 22e édition de la Coupe du Monde. On vous le repropose, on vous le remontre. Regardez, on aura donc France, Maroc et puis Argentine, Croatie. Mais si on va s'arrêter sur l'affiche d'abord entre les Lions de l'Atlas et les Bleus, ça sera mercredi au Al Bayt Stadium d'Alcor. Patrice, qu'est-ce que ça vous inspire à cette affiche un peu particulière vu l'histoire de ces deux nations? Ça va être c'est une demi-finale, donc encore une fois, peu importe le contenu, il va falloir se qualifier pour la finale. Une équipe d'Argentine qui me semble On est sur France-Maroc. Pardon, France-Maroc. Ouais. Bah, ça va être pour moi 50-50. 50-50 parce que oui, je suis français, donc mon cœur balance pour la France, mais le parcours marocain me séduit, donc voilà, ça sera encore un match serré où j'espère que la France va bien récupérer ce soir et puis c'est difficile pour moi de me projeter sur ce match. Vu ce qu'on s'est dit dans la première partie du débat de ce soir, après le débrief du match de la France face aux Anglais, le débrief du match du Maroc face à cette équipe. On ne regarde pas le match. Qui va prendre le jeu à son compte? Ah non, il nous a convaincus, on ne regarde pas du tout. Non, on le regarde pas, c'est inintéressant. Franchement, si c'est pour voir ça, qui va prendre le jeu à son compte? Bah, vous vous doutez bien que Walid ne va pas changer maintenant. Ça a marché contre l'Espagne, ça a marché contre le Portugal. C'est pas en 3 jours que tout d'un coup il va mettre un plan de jeu. Donc je pense qu'ils vont préparer des choses, effectivement, peut-être d'être plus juste sur les transitions rapides, sur les sorties de balles. Et bien sûr qu'il va essayer de s'adapter. Maintenant, l'idée de base, à mon avis, c'est pas en 3 jours, maintenant qu'il est en demi-finale, qu'il va changer de philosophie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous allez regarder le match? Bah oui, quand même. Non, mais évidemment, je vais le regarder. Évidemment, maintenant, oui, on risque d'avoir une espèce de partie de poker menteur avec 2 équipes qui vont attendre la faille de l'adversaire. Même les Bleus qui ont un jeu, je trouve, quand même plus proactif lors de cette Coupe du Monde qu'il y a 4 ans. Je pense que Deschamps, il va surtout leur dire attention, ne tombez pas dans les pièges. Les Espagnols sont déjà tombés dedans, les Portugais aussi. On a vu qu'avec les ballons, donc, les Français ne savaient pas non plus à quoi en faire, parce qu'il y a très très moins de certitudes dans les attaques placées. Face aux Anglais. Comment être la France et refuser d'avoir la possession contre le Maroc? C'est pas possible. Il faut être obligé d'aller... d'accepter ce qui va se passer, c'est-à-dire le Maroc joue bas et nous on est obligé d'y aller. Voilà, on peut pas inverser la situation et donner le ballon au Maroc. Est-ce que vous ça savez serait faire pas concevable. Est-ce que vous savez faire avoir le ballon et jouer? La France? Ouais. Oui, ça contre l'Angleterre. Quelquefois ils sont capables. Non, mais vous l'avez vu avec Giroud, contre la Pologne, avec Kylian Mbappé, avec Dembélé. Une équipe en place. Il y a d'autres arguments. La Pologne est la seule équipe qui a des chiffres de possession inférieurs au Maroc. Voilà. Donc, la France a déjà eu une répétition contre une équipe qui joue un football hyper défensif en 8e de finale face à la Pologne. Et elle est passée. Mais encore une fois, la première mi-temps n'a pas été si évidente que ça. Il va y avoir un beau duel entre les meilleurs amis du PSG, entre Hakimi et Mbappé, qui se quittent plus. Alors Hakimi, il a regardé peut-être le match de Walker ce soir, non?
Oui, mais après, bon, je pense qu'ils se connaissent très bien. Puis ça va être un beau duel en tout cas. Quelle équipe du Maroc aurons-nous en demi-finale? Est-ce que les Lions ne risquent pas de payer un peu tous leurs efforts consentis? Est-ce qu'ils ne vont pas se présenter amoindris? C'est possible parce que encore ce soir il y a eu de la casse. Sur le match de l'Espagne, il y avait eu de la casse. J'ai vu un Romain Saïs sortir ce soir avec un visage presque en disant ça va être compliqué. Aguerd qui n'est pas là, même si les entrants ont fait le job, c'est vrai qu'ils n'ont pas une profondeur de banc expérimentée pour pouvoir peut-être rivaliser face à notre équipe de France, mais le cœur va y être encore et ça va être un beau match parce que quoi qu'il arrive, le Maroc a réussi sa Coupe du Monde. Ils vont jouer peut-être un petit peu plus relâchés, avec du cœur. Et la France, il va falloir qu'ils se sortent. J'ai l'impression que toutes les équipes qui jouent contre le Maroc, au fur et à mesure du match, elles tombent dans leur panneau et le craignent cette équipe. Donc j'espère que la France prendra ce match sérieusement. Sur le papier, je pense que la France est au-dessus, mais encore une fois, il va falloir le prouver. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. De toutes les façons, la principale force de l'équipe marocaine, c'est l'abnégation et surtout ce bloc équipe bien cohérent. Oui, et on l'a vu que l'équipe de France face à des équipes bloc bas était en difficulté. Donc ça sera une nouvelle fois effectivement l'inconnu. Xavier parlait de poker menteur, je pense. Mais à mon sens, on va dire l'équipe de France, contrairement à l'Espagne ou au Portugal, a des solutions, des arguments dans le jeu, que ce soit par la vitesse de Kylian Mbappé, que ce soit par le jeu de tête d'Olivier Giroud, par effectivement les dribbles, les éliminations à 1 contre 1 d'Ousmane Dembélé. Je pense que l'équipe de France, quand même, elle est armée pour réussir à trouver la différence, alors que le Portugal, et encore plus les Espagnols, évidemment, n'avaient absolument aucune solution à fournir. Même les Portugais, voilà, je les ai vus balancer des grands ballons alors qu'ils font 1m70 aussi. Je pense qu'ils se sont trompés effectivement dans leur plan de jeu. Badr Benoun, El Yamik, qui pourrait être reconduit si Naïef Aguerd et Romain Saïs n'arrivaient pas effectivement à récupérer de leurs blessures. Mais ces deux-là, on les a vus effectivement face à l'équipe du Portugal. Les ballons aériens, les ballons en close dans la surface de réparation, c'est là où ils sont forts aussi. Ils étaient déjà rentrés dans les précédents matchs. Donc ils ont cette volonté, cette hargne. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors un peu moins de bouteilles évidemment que Saïs et Aguerd. Maintenant, pour moi, il y a un joueur essentiel dans ce système de jeu, c'est Amrabat. Parce que lui, juste devant la défense... Et il n'a pas pris des cartons, il aurait pris un carton, il serait suspendu pour la demi-finale. Et donc lui, il est toujours là, et tant mieux pour les Marocains, parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que Sofiane, avec ses deux autres milieux, que ce soit Ounahi et Amala, j'ai l'impression, on se dit chaque fois, ils ont laissé du jus, de la gomme chaque match. Mais au prochain match, ce soir, je voyais Ounahi courir encore à la 88e minute. Les Portugais, ils ont fini KO, les Espagnols, ils ont fini KO. Attaquer, c'est aussi fatigant. Il n'y a pas que quand on défend qu'on court. Mais moi, je pense que la leçon d'aujourd'hui, France-Angleterre, c'est qu'on peut défendre sur Mbappé. Moi, je pensais on ne pouvait pas défendre sur lui sur ce mondial, et en fait, on peut défendre sur lui. Aujourd'hui, il n'a quand même rien fait du tout. Je pense qu'on a peu de variété dans notre jeu. À droite, il ne se passe pas grand-chose. Et on a de la chance avec ces deux centres. Alors, le premier qui va on nous disait qu'à droite, c'est un leurre pour montrer qu'on avait un peu de variété. Et le centre, il arrive sur un corner, le but, et une balle qui revient, et Griezmann qui fait un super centre. Je pense qu'on a très peu de variété. La frappe, il y a très peu de buts en dehors de la zone de réparation, et c'est une frappe de Tchouaméni qui tente. Donc voilà. Le Maroc a beaucoup d'espoir. Leroy Kabea. Oui, pas mal de réactions et pas mal d'internautes qui s'attendent à un match fermé comme ici Youssef GC. Et puis Rodriguez Capacele nous dit le Maroc doit garder ses principes de jeu, le bloc bas et les transitions rapides. Kende depuis le Tchad nous dit que le Maroc peut gagner avec cette stratégie. Et puis messieurs, ce commentaire on nous dit ici que le Maroc n'a rien à perdre avec sa stratégie et en plus la France qui sera favorite. Est-ce que c'est vraiment un avantage pour le Maroc d'y aller avec maintenant après avoir surmonté ce plafond de verre des demi-finales? Effectivement, c'est vrai que le plafond de verre pour les équipes africaines, c'était quart de finale. Là, ils sont en demi-finale. Ils sont sûrs de jouer 7 matchs dans cette Coupe du Monde de football. Est-ce que vous diriez, comme Patrice, ils vont jouer libérés parce que pour eux, la Coupe du Monde, de toutes les façons, elle est réussie?
Oui, la Coupe du Monde, elle est réussie. Donc, au contraire, je pense que l'appétit vient en mangeant et que finalement, ils se disent, on a sorti l'Espagne. Enfin, ils ont jamais pris de but. Le seul but qu'ils ont pris, on le rappelle, contre le Canada, c'est eux qui se le marquent. Donc, effectivement, pourquoi pas se dire, on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, même dans la difficulté, même dans l'état d'esprit. On voit que c'est la victoire du cœur. Ils vont chercher des ressources. Donc, qu'ils arrivent, effectivement, qu'ils se méfient de l'équipe de France. Tout le monde évidemment se méfierait, mais qu'ils se disent pourquoi ne pas croire en nous. Moi, je pense que les Marocains, ils ont cette force de se dire qu'on peut le faire. On peut le faire. Oui, mais se libérer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Pour moi, se libérer, non, mais se libérer, pour moi, c'est jouer encore plus bas. Non, mais je veux dire, Regragui, j'ai bien compris ce qu'il va faire. Il n'a aucun problème à pas jouer, quoi. Alors, il suffirait que la France décide de pas jouer non plus. Là, on aura la plus belle demi-finale de l'histoire. Mais pour le coup, par rapport aux Polonais qui, eux, avaient une ligne de 8, c'est pas deux lignes de 4, c'est une ligne de 8. Eux, c'est vraiment clair, quoi. Il y a vraiment 4, 3, 3. C'est vraiment super millimétré leur boulot à eux. Disons qu'au fur et à mesure du match, si la France n'arrive pas à marquer, on voit, alors début de match, c'est un 4-3-3 ou 4-1, 4-1, c'est vraiment fermé. Mais ils sont capables aussi de se mettre à 5, 4-1 et de coulisser. Donc on sent que c'est travaillé. Il a ces 2 systèmes, c'est huilé. Et c'est le temps qui va courir. Ils sont patients. Ils sont patients, ils se disent, le temps, nous, on a gagné au tir au but, on ne craint pas. Et c'est la France qui va devoir faire le jeu, et au fur et à mesure le chrono qui va tourner, ça peut jouer en faveur du Maroc. Croyez-vous en la victoire finale du Maroc? Leroy, c'est la question que nous avons posée à nos grandes bouches des réseaux sociaux. Oui, et c'est un succès pour le oui. 70% d'internautes ont voté oui. On y croit aussi, on y croit avec eux. Maroc-France, c'est prévu à mercredi prochain, mais un jour plus tôt, l'Argentine sera opposée à la Croatie. L'Albi-Céleste, toujours dans le coup, mais avec un jeu moins flamboyant et qui ne repose que sur le génie de Lionel Messi. Xavier, doit-on attendre un peu plus de l'Argentine? J'étais pas sûr que cette équipe soit capable de faire beaucoup plus. Mais l'Argentine, on en attend toujours plus. Parce qu'effectivement, c'est un pays qui a déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde. C'est un pays qui a sorti des dizaines de très grands joueurs. Et là, on s'aperçoit que cette équipe, elle dépend entièrement de Lionel Messi, malgré le talent de certains joueurs qui l'entourent. C'est sûr que c'est un peu décevant de la voir jouer à football peu emballant. Mais après, c'est pareil, ils sont en demi-finale alors que d'autres n'y sont plus. Donc, ils ont ce logiciel qui est, Messi est le centre du jeu. Et on s'adapte autour. Donc on a des joueurs qui verrouillent derrière, on a des gars qui courent au milieu pour lui, qui courent devant. Et puis lui, après, il sort ce coup de génie qui fait la différence. En face de vous, on a Lilian Gatoun, même s'il a défendu le Maroc. Dans son plan des jeux, c'est un amoureux du beau football. Surtout quand on parle de l'Argentine. Est-ce que vous avez pris votre pied en regardant jouer cette équipe? Est-ce qu'elle peut faire plus dans le jeu? Faire plus sur la série de l'Argentine avant de perdre contre l'Arabie Saoudite. Ils étaient sur 36 matchs, il y avait eu la victoire dans la Copa América. Sur les derniers temps, avec l'arrivée de Scaloni, il y avait dans cette équipe-là effectivement un joueur qui était très important, qui était Lo Celso, qui jouait vraiment en meneur de jeu, qui s'occupait de l'animation offensive, et on avait plus Messi, effectivement, qui au lieu d'être au four au moulin, il était vraiment dans son rôle de finition, au plus proche de la surface de réparation, tac, les accélérations sur 5 pas. Voilà, il était vraiment, et je trouvais que cette équipe-là était vraiment très intéressante dans ce registre-là. Ils ont perdu Lo Celso, ils n'ont pas voulu essayer de le remplacer par Dybala, donc le schéma a évolué un petit peu. C'est une équipe, alors oui, évidemment, qui repose beaucoup pour ses prestations sur le génie de Lionel Messi. Voilà, sur Lionel Messi pour faire la différence, mais c'est ce qui a failli sauver le Brésil hier, un geste de génie dans un match moyen de Neymar. Ça peut marcher. Donc, je trouve que il y a effectivement un état d'esprit. Ils ont changé, ils ont amené des nouveaux joueurs quand même comme McAllister, comme Enzo Fernandez, qui courent un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de mouvement, je trouve, dans cette équipe argentine. Maintenant, il y a pas de, effectivement, c'est une équipe qui est
un peu sale. Voilà, c'est ça, ça en parle le talent. C'est pour ça que moi, depuis avant la compétition, je vous avais dit que l'Argentine va gagner 1-0. Ouais. Parce que, mais voilà, il faut se souvenir que les 86, enfin, c'était des José Brown, c'était, enfin, il n'y avait pas quand même que de l'artiste. Ouais. Donc cette équipe d'Argentine, moi, je trouve que voilà, elle a du cœur. Tant qu'il y a Paredes dans le dernier carré, il y a il est remplaçant. Paredes. Non, mais il a perdu sa place dans ce match-là, effectivement, pour mettre un peu plus de rythme avec Enzo Fernandez. Mais le problème, c'est ce que vous nous disiez un peu au début de cette émission, les équipes qui se reposent sur une star, quand cette star est muselée, ça pose quand même des problèmes. Est-ce que ça veut dire que pour les Croates aujourd'hui, le plan des jeux doit être museler Lionel Messi? Oui, c'est vrai que c'est le joueur qui fait la différence. Des Dybala, des Di Maria sont sur le banc, ils ne participent pas, Paredes. Mais ce que j'aime aussi, c'est leur gardien de but, qui leur a permis de gagner la Copa América. On sent qu'il y a une fusion avec lui et Messi. Ils communiquent beaucoup sur les pénaltys discutés. Est-ce qu'au final, cette équipe d'Argentine n'est pas vouée à gagner que lorsqu'il y a une star? Maradona, ils ont gagné. Et là, Messi, où je voyais même un de ses coéquipiers sur un coup franc aller lui chercher le ballon, embrasser le ballon et lui donner comme un enfant. Est-ce qu'au final, ce n'est pas l'équipe qui doit avoir ce style de joueur pour gagner quelque chose? Mais j'ai trouvé un Otamendi montant en puissance. J'ai trouvé le début de Coupe du Monde un peu léger. Et là, hier, je l'ai vu défendre comme s'il avait 20 ans. 3, mais je l'ai vu prendre des ballons aériens. Je l'ai vu défendre bec et ongle. Et donc, vous l'avez vu habiter comme jamais. Oui, j'ai vu une belle prestation d'Otamendi hier. Donc, c'est vrai que le génie est là, mais il y a des guerriers autour pour peut-être défendre. Vikash, est-ce que l'Argentine a les moyens? Je vais revenir.